Salut à tous, bienvenue Univers Célébrité. Le 20 juillet 1973, le monde a été bouleversé par une perte tragique. Bruce Lee, légende des arts martiaux et icône du cinéma, est mort à seulement 32 ans, au sommet de sa gloire. Cet homme, qui incarnait l'invincibilité à l'écran, s'est effondré dans l'appartement de l'actrice Betty Ting Pei à Hong Kong, déclenchant l'un des plus grands scandales de l'histoire du cinéma asiatique. En une nuit, Betty est passée d'étoile montante à paria, accusée par des millions de fans d'être responsable de la mort d'une icône. Pendant 52 ans, elle a porté le poids de ces accusations en silence, vivant dans l'ombre des rumeurs et des théories du complot. Mais en 2025, à l'âge de 78 ans, Betty Ting Pei a enfin brisé ce silence lors d'une interview choc dans l'émission The Truth de TVB. Ses révélations sur cette nuit fatidique, sa relation avec Bruce Lee et les événements qui ont suivi forcent le monde à reconsidérer une histoire qu'on pensait connaître. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'ascension de Betty Ting Pei, sa rencontre avec Bruce Lee, les détails troublants du 20 juillet 1973 et les décennies de traumatisme qu'elle a enduré. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les nouvelles perspectives médicales sur la mort de Bruce Lee et mon analyse de cette confession. Si vous êtes fasciné par les mystères de l'histoire et les destins brisés par la célébrité, donnez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Préparez-vous, car cette histoire est aussi captivante que troublante. C'est parti. Avant que son nom ne soit jamais associé à la tragédie de Bruce Lee, Betty Ting Pei s'était forgé une carrière prometteuse dans le cinéma hongkongais. Née Tang Mei Lee le 19 février 1947 à Taipei, Taïwan, elle a grandi dans une famille aisée et respectée. Son père, un médecin réputé, et sa mère, issue d'une famille traditionnelle, attendaient d'elle une carrière stable, loin du monde imprévisible du spectacle. Mais Betty avait d'autres ambitions. Dès son enfance, elle était fascinée par le glamour du cinéma, rêvant de briller sur grand écran dans une Asie en pleine transformation culturelle. En 1967, à seulement 20 ans, Betty signe avec Shaw Brothers Studio, la plus grande maison de production cinématographique de Hong Kong à l'époque. À l'âge d'or du cinéma en mandarin, Shaw Brothers produisait des dizaines de films par an, et Betty s'est rapidement imposée comme une actrice à suivre. Avec sa beauté saisissante, ses traits délicats et son charisme magnétique, elle était souvent choisie pour des rôles de séductrice ou de femme mystérieuse, exploitant son image de femme fatale. Dans des films comme Apartment for Ladies, 1970, ou The Golden Lotus, 1974, elle incarnait des personnages à la fois séduisants et complexes, captivant le public hongkongais. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, le visage de Betty ornait les affiches de cinéma à travers Hong Kong, des drames romantiques aux films d'arts martiaux. Mais cette célébrité s'accompagnait d'un revers. L'industrie l'enfermait dans des rôles stéréotypés de tentatrice ou de femme dangereuse. Bien qu'elle ait prouvé sa polyvalence dans des rôles plus nuancés, le public commençait à confondre son image à l'écran avec sa personnalité réelle. Cette perception allait devenir une malédiction après la mort de Bruce Lee, la poursuivant comme une ombre qu'elle ne pouvait dissiper. En 1972, Betty rejoint Golden Harvest, le studio rival de Shaw Brothers, dirigé par Raymond Shaw. Ce dernier venait de découvrir un jeune acteur qui révolutionnait le cinéma d'arts martiaux, Bruce Lee. À cette époque, Bruce n'était pas encore l'icône mondiale qu'il deviendrait avec Enter the Dragon, mais à Hong Kong, il était déjà une superstar. Ses films The Big Boss, 1971, et Fist of Fury, 1972, avaient pulvérisé les records du box-office, et son charisme magnétique en faisait une figure incontournable. C'est par l'intermédiaire de Raymond Shaw que Betty croise la route de Bruce Lee, lors d'un dîner où elle rencontre également Linda Lee, l'épouse de Bruce. À ce moment-là, Betty voyait Bruce comme un collègue talentueux, un homme charismatique du même milieu. Elle était loin d'imaginer que leur rencontre allait changer sa vie à jamais. En 1973, Bruce Lee n'était pas seulement une star de cinéma, il était un phénomène culturel. Avec The Big Boss et Fist of Fury, il avait redéfini le cinéma d'arts martiaux, montrant que les acteurs asiatiques pouvaient rivaliser avec les plus grandes stars d'Hollywood. Son film The Way of the Dragon, 1972, qu'il a réalisé et dans lequel il affronte Chuck Norris dans un duel légendaire au Colisée de Rome, a consolidé sa réputation de visionnaire. En 1973, il travaillait sur Enter the Dragon, son premier grand film soutenu par Hollywood, destiné à le propulser au rang de superstar mondial. Mais derrière cette façade de succès, Bruce Lee était un homme au bord du gouffre. Connu pour sa discipline obsessionnelle, Bruce poussait son corps à l'extrême.
Il s'entraînait plusieurs heures par jour, suivant un régime strict, parfois un seul repas par jour, pour maintenir sa silhouette sculpturale. Il expérimentait avec des compléments alimentaires, des analgésiques et des diurétiques, cherchant toujours à optimiser ses performances. Ses proches, dont sa femme Linda et son entourage professionnel, remarquaient qu'il était souvent épuisé, se plaignant de maux de tête violents et de crises de stress. En mai 1973, 2 mois avant sa mort, Bruce s'effondre lors d'une session de doublage pour Enter the Dragon. Transporté d'urgence à l'hôpital, il est diagnostiqué avec un édème cérébral, une accumulation de liquide dans le cerveau. Les médecins le stabilisent, mais Bruce minimise l'incident et reprend le travail, refusant de ralentir. C'est dans ce contexte de pression intense que sa relation avec Betty Ting Pei s'est développée. Dans son interview de 2025, Betty révèle que c'est Bruce qui l'a courtisé. « Tout le monde l'aimait », a-t-elle déclaré. « Si je n'avais rien ressenti pour lui, ça aurait été étrange. Il a vu quelque chose de bon en moi que les autres ne voyaient pas. » Leur lien, selon elle, n'était pas seulement physique, mais profondément émotionnel. Betty était surnommée la « petite dame dragon » par ceux qui les côtoyaient, un clin d'œil à sa présence constante auprès de Bruce. Elle l'accompagnait dans des moments banals, choisir ses vêtements, aller chez le coiffeur, mais aussi lors de réunions professionnelles avec Raymond Chow. Pour Bruce, accablé par les attentes d'Hollywood, de Hong Kong, de sa famille et de ses fans, Betty représentait un refuge, un espace où il pouvait être simplement Bruce, et non l'icône. Cependant, leur relation était entourée de secrets. Bruce était marié à Linda Lee, avec qui il avait 2 jeunes enfants, Brandon et Shannon. Les rumeurs d'une liaison entre Bruce et Betty ont alimenté les spéculations, certains accusant Betty d'avoir brisé un foyer. D'autres, y compris Betty elle-même, décrivent leur lien comme plus complexe et moins une trahison qu'une connexion humaine dans un moment de vulnérabilité. Betty a toujours nié vouloir remplacer Linda ou détruire la famille de Bruce, insistant sur le fait qu'elle n'avait fait que répondre à ses avances. Mais en 1973, alors que Bruce jonglait avec les préparatifs de Game of Death et la promotion de Enter the Dragon, son état physique et mental se détériorait. Betty se souvenait de moments où il tremblait, arpentant nerveusement son appartement, murmurant ses angoisses face à la pression écrasante. Ces signaux d'alarme, qu'elle regretterait plus tard de ne pas avoir pris plus au sérieux, annonçaient la tragédie à venir. Le 20 juillet 1973 commence comme une journée ordinaire pour Bruce Lee, mais se termine par un drame qui allait changer l'histoire du cinéma. Ce matin-là, Bruce travaille sur son prochain projet, Game of Death, un film ambitieux pour lequel il a déjà chorégraphié des scènes de combat épiques. Il discute avec Raymond Chow, patron de Golden Harvest, de l'intégration de stars internationales comme George Lazenby dans le casting. Une réunion est prévue dans l'après-midi à l'appartement de Betty Ting Pei, dans le quartier de Kowloon à Hong Kong, pour finaliser ses plans. Vers 17h, Bruce arrive chez Betty, accompagné de Raymond Chow. Selon Betty, Bruce semble déjà mal en point, fatigué et agité. Chow repart peu après pour d'autres engagements, laissant Bruce et Betty seuls. Vers 19h, Bruce se plaint d'un violent mal de tête. Betty lui propose un comprimé d'équagésique, un antidouleur courant à Hong Kong, combinant de l'aspirine et un relaxant musculaire. Bruce, qui avait déjà pris ce médicament sans problème, l'avale et s'allonge dans la chambre de Betty pour se reposer avant un dîner prévu plus tard avec Chow et d'autres collaborateurs. Au départ, Betty ne s'inquiète pas outre mesure. Bruce avait déjà connu des malaises, notamment l'épisode d'édème cérébral en mai 1973, qu'il avait balayé comme un incident isolé. Mais vers 20h30, l'inquiétude s'installe. Betty tente de réveiller Bruce, mais il ne répond pas. Prise de panique, elle appelle Raymond Chow, qui arrive vers 21h45. Ensemble, ils essaient de ranimer Bruce, sans succès. Chow contacte le médecin personnel de Betty, qui arrive vers 22h et tente des techniques de réanimation, mais l'état de Bruce ne s'améliore pas. Ce n'est qu'à 22h30 qu'une ambulance est enfin appelée. Lorsque Bruce arrive à l'hôpital Queen Elizabeth, il est trop tard. À 23h, il est déclaré mort. Le rapport officiel conclut à un édème cérébral, potentiellement causé par une réaction allergique à l'équagésique. Mais cette explication, bien que plausible, soulève immédiatement des questions. Comment un homme en apparence si robuste pouvait-il succomber à un simple antidouleur? Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps avant d'appeler une ambulance? Et pourquoi Bruce se trouvait-il chez Betty Ting Pei plutôt qu'auprès de sa femme Linda? Dans les heures suivant la mort de Bruce Lee, le chaos s'empare de Hong Kong. Pour protéger l'image de Bruce et éviter un scandale, Raymond Chow déclare initialement à la presse que Bruce s'est effondré chez lui, auprès de Linda.
Betty est effacée du récit. Mais la vérité finit par éclater lorsque les rapports de police confirment que Bruce est mort dans l'appartement de Betty Tinpay. À seulement 26 ans, Betty se retrouve au cœur d'une tempête médiatique et publique sans précédent. La presse se déchaîne, la qualifiant de tentatrice, de maîtresse, voire de meurtrière. Les tabloïds s'enflamment avec des théories sensationnalistes. Certains accusent Betty d'avoir empoisonné Bruce, d'autres suggèrent qu'elle lui a administré un aphrodisiaque comme la mouche espagnole. Les rumeurs les plus folles impliquent les triades, les syndicats criminels de Hong Kong, qui auraient éliminé Bruce pour son refus de coopérer avec eux. D'autres parlent d'une malédiction familiale, une théorie renforcée des années plus tard par la mort tragique du fils de Bruce, Brandon Lee, sur le tournage de The Crow en 1993. Pour le public, Betty devient l'ennemi public numéro 1, une femme accusée d'avoir brisé un héros et sa famille. Sous la pression de Raymond Shaw, selon Betty, à la demande de la famille de Bruce, elle accepte initialement de nier que Bruce était chez elle. Que pouvais-je faire? Aller contre eux? Expliquera-t-elle plus tard. Mais ce mensonge, destiné à protéger l'héritage de Bruce et l'empire commercial de Golden Harvest, ne fait qu'aggraver la situation lorsque la vérité éclate. Les journalistes campent devant chez elle, les paparazzi la traquent, et les fans en colère l'insultent dans la rue. Betty reçoit des menaces de mort, et certains producteurs refusent désormais de travailler avec elle, craignant d'être associés au scandale. À 26 ans, elle devient prisonnière de sa propre maison, son image d'actrice réduite à celle d'une femme fatale responsable de la mort d'une légende. La mort de Bruce Lee marque un tournant irréversible dans la vie de Betty Tinpay. Avant juillet 1973, elle était une actrice prometteuse avec une carrière florissante. Après, elle n'est plus jamais simplement Betty. Elle devient la femme dans le lit de laquelle Bruce Lee est mort. Le poids de cette étiquette est écrasant. Pendant des mois, elle peut à peine sortir de chez elle. Les voisins chuchotent, les fans l'insultent, et la presse la traque sans relâche. Elle avoue plus tard avoir dû fuir son domicile en pleine nuit pour échapper aux journalistes. À seulement 26 ans, elle est submergée par un traumatisme psychologique profond, développant une schizophrénie paranoïde et vivant dans la peur constante d'être attaquée. À son point le plus bas, Betty confesse avoir envisagé le pire. Tout le monde voulait ma mort, se souvient-elle. Mais je me suis dit, pourquoi devrais-je mourir? Si je mourais, les gens penseraient que j'étais coupable, que je m'étais suicidé par honte. Mais je n'ai rien fait de mal. Je devais continuer à vivre. En 1976, elle épouse Charles Leung, un acteur et magnate du divertissement lié à des figures influentes de Hong Kong. De leur union naît une fille, Candy, qui devient sa plus grande source de réconfort. Mais le mariage ne dure pas, et le couple divorce en 1980. Malgré la séparation, Betty reste proche de sa fille, qu'elle décrit comme une lumière dans les moments les plus sombres. Sa carrière d'actrice, quant à elle, s'effondre. Les rôles se raréfient, les producteurs l'évitent, et son image publique est irrémédiablement ternie. Pendant des décennies, Betty choisit le silence, refusant les interviews et les opportunités de s'expliquer. Pour le public, ce silence semble suspect, alimentant les rumeurs. Pour Betty, c'est une question de survie. Elle se retire de la vie publique, ne faisant que de rares apparitions dans des films ou des événements. Ce n'est que dans les années 1980 qu'elle trouve un refuge dans le bouddhisme, une pratique qui lui apporte paix et résilience. Je ne suis pas devenue bouddhiste à cause de Bruce Lee, précise-t-elle. C'est après la naissance de ma fille que j'ai trouvé les écritures bouddhistes. Elles m'ont donné du réconfort et une nouvelle perspective. Elle adopte un mode de vie végétarien, se consacre à la méditation et affirme avoir trouvé une « vaste route lisse » où la peur n'a plus de place. Pendant 52 ans, Betty Tinpay a vécu sous un nuage de soupçons, accusée, moquée et vilipendée sans jamais donner sa version complète des faits. Puis, en 2025, elle brise ce silence dans une interview bouleversante sur The Truth. Pour la première fois, elle confirme publiquement sa relation avec Bruce Lee. Il était incroyablement charmant, admet-elle. Le monde entier l'aimait. Ne pas ressentir quelque chose pour lui aurait été étrange. Il m'aimait et pensait que nous étions destinés à être ensemble. Elle insiste sur le fait que c'est Bruce qui l'a courtisée, et que leur lien reposait sur une connexion émotionnelle profonde, bien au-delà d'une simple aventure. Betty revient également sur les événements du 20 juillet 1973. Elle raconte que Bruce est arrivé chez elle vers 17h, déjà souffrant et agité. Vers 19h, face à son mal de tête, elle lui donne un comprimé d'équagésique, un médicament qu'il avait pris sans problème auparavant. Lorsqu'il ne se réveille pas, elle appelle Raymond Shaw,
qui lui demande d'attendre son arrivée avant de contacter une ambulance. J'étais paniquée, je ne savais pas quoi faire, confesse-t-elle. Elle souligne que l'équagésique n'était pas une substance exotique, mais un antidouleur courant. Même si le médicament était en cause, qu'aurais-je pu faire? Je n'ai pas inventé ce produit. Le plus choquant est son aveu sur la dissimulation. Betty confirme que Raymond Shaw, selon elle, la famille de Bruce, lui ont demandé de nier que Bruce était mort chez elle pour protéger son image et épargner Linda et leurs enfants. Que pouvais-je faire? Aller contre eux? Demande-t-elle. Pendant des décennies, elle a porté le fardeau de ce mensonge, vilipendée pour avoir caché la vérité alors qu'elle suivait les instructions d'autrui. L'émission The Truth a également invité des experts médicaux pour réexaminer la mort de Bruce Lee avec les connaissances modernes. Plusieurs hypothèses émergent. Certains rappellent que Bruce avait déjà souffert d'un édème cérébral en mai 1973, accompagné de symptômes compatibles avec une épilepsie non diagnostiquée. D'autres suggèrent une affection rare, comme un syndrome de mort subite, potentiellement aggravé par son épuisement physique et mental. Une théorie intrigante évoque une prédisposition génétique, car le père et le frère de Bruce sont également morts soudainement dans leur sommeil. Ces perspectives dressent un portrait différent. Bruce Lee, loin d'être invincible, souffrait peut-être d'une condition chronique non détectée, exacerbée par son mode de vie extrême. La confession de Betty Ting Pei a divisé l'opinion publique. Pour certains, elle inspire de la sympathie. Après 52 ans de silence, elle apparaît comme une victime collatérale de cette tragédie, une femme qui a souffert d'un traumatisme durable, hantée par la nuit où elle a vu Bruce mourir dans son lit. D'autres restent sceptiques, l'accusant de chercher l'attention après des décennies de silence. Mais une chose est certaine, ces paroles rouvrent un débat sur l'un des plus grands mystères du cinéma. Betty elle-même semble avoir trouvé une forme de paix. Ce n'était pas ma volonté, ni la sienne. C'était la volonté du ciel, déclare-t-elle, soulignant que le bouddhisme l'a aidé à accepter le passé. La mort de Bruce Lee reste l'une des plus grandes tragédies du cinéma, un homme au sommet de son art, parti trop tôt. Mais la confession de Betty Ting Pei révèle une vérité plus complexe. Derrière la légende se cachait un homme sous une pression écrasante, et derrière le scandale, une femme portant un secret qu'elle n'a pas choisi. Pendant 52 ans, Betty a vécu dans l'ombre, accusée et jugée sans pouvoir se défendre. Aujourd'hui, sa voix force le monde à réévaluer cette histoire. Croyez-vous que sa confession révèle enfin la vérité sur la mort de Bruce Lee? Ou pensez-vous que le mystère reste irrésolu? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et dites-moi ce que vous pensez de cette histoire tragique. Si elle vous a touché, donnez un gros pouce bleu, partagez et abonnez-vous pour plus de récits sur les coulisses de l'histoire. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.